Salut mes chers amis, j'espère que tout vous allez bien. Donc on va traiter dans cette vidéo un sujet et on va essayer de répondre aux questions. Cela vous aidera à bien vous préparer à votre concours de doctorat, sachant que j'ai mis ce sujet sur ma page de Facebook, que je mets dans la boîte de description ou boîte d'infos. Donc alors visitez-la pour plus d'informations. Avant de commencer, vous devez connaître les points les plus importants suivants. Donc le sujet doit être bien lu. Et je vais insister sur ça. Et les mots-clés doivent être soulignés pour faciliter les choses. Donc, on va commencer par la première question. Donc, soit une culture bactérienne mixte, c'est-à-dire contient des bacilles et des cocci. Ça, c'est le premier mot-clé. Dans un milieu minimum, c'est-à-dire le milieu minimum qui permet la croissance de tout type de micro-organismes et ne possède pas des inhibiteurs. Non équilibré osmotiquement et en présence de lysozymes. Donc, lysozyme, c'est un autre mot-clé. Donc, après la coloration de Gram, l'observation du frotté à l'objectif à immersion grossissement x100 montre des cellules bactériennes en forme de cocci uniquement, c'est-à-dire les bacilles sont absentes. Voilà. Donc, la question est comme suit. Comment interprétez-vous ce résultat? Donc, on passe directement à la réponse. Voilà. Donc, la présence des cellules bactériennes en forme cocci seulement et l'absence des bacillobacilles est due à l'action de lysozymes. Parce que tout simplement, les lysozymes sont des protéines globulaires longues d'une centaine d'acides aminés, c'est-à-dire 130 acides aminés chez l'être humain, qui est impliqué dans la défense contre les infections bactériennes. Le lysozyme peut agir comme opsonine aînée ou comme un enzyme lytique capable de lyser des bactéries, en particulier celles à gram positif, c'est-à-dire lysozyme, elle va dégrader les bactéries celles à gram positif, indépendamment de leur pouvoir pathogène. En revanche, les bactéries à gram négatif sont généralement résistantes à cette enzyme grâce à la couche externe de l'hypopolysaccharide LPS qui les caractérise. Donc ici, les bactéries cocci sont des bactéries à gram négatif et les bactéries bacilles sont à gram positif. C'est pour cela qu'on trouve seulement les bactéries cocci parce qu'ils sont résistantes ou l'enzyme lysozyme. Voilà. C'est-à-dire les bacilles sont gram négatifs, plutôt gram positif, et les cocci sont gram négatifs. Voilà. Donc, le lysozyme, elle va dégrader les grammes positifs et va laisser les cocci qui sont gram négatifs. Voilà. Maintenant, on va passer directement à la deuxième question. Donc, d'après vous, quelles sont les techniques de stérilisation appliquées à une solution de jaune d'œuf, des pipettes graduées, un milieu de culture gélosé, des tubes à essai vide et un milieu de culture liquide additionné de vitamines et les acides aminés? Donc, on passe à la réponse. Pour une solution de jaune d'œuf, se fait par la tyndalisation, parce que le jaune d'œuf est une substance thermolabile non filtrable, aussi les sérums et les vaccins. Donc, la tyndalisation se fait par 3 pasteurisations de 1 heure à 80 degrés Celsius, séparées par un intervalle de 24 heures à température ambiante. Et pour les pipettes graduées, se fait par le four Pasteur. La virée à stériliser doit être propre et parfaitement sèche, éventuellement bouchée avec du coton et emballée dans du papier solide. Elle est alors disposée à l'intérieur du four et subit un chauffage de 30 minutes à 1 heure à 170-180 degrés Celsius, 2 heures à 160 degrés Celsius, ce qui a pour but d'éviter le brunissement du coton. Le matériel ainsi stérilisé sera laissé dans les tubes jusqu'à son refroidissement complet, puis stocké à l'abri des poussières. Et pour un milieu de culture gélosé, c'est l'autoclave. Donc le chauffage a lieu sous pression de vapeur d'eau à une température de 130 degrés Celsius. Donc le matériel à stériliser est déposé dans les paniers métalliques
de l'autoclave dont on aura vérifié le niveau d'eau avant chaque opération de stérilisation. Pour les tubes à essai, c'est le four Pasteur et on a déjà expliqué ça. Un milieu de culture liquide additionné de vitamines et des acides aminés, donc la filtration. Parce que généralement, cette méthode est utilisée pour les milieux sensibles à la chaleur, mais n'est possible que lorsque la viscosité de ces milieux est faible. On passe aux troisième question. Donc, définir les termes suivants. Thermostable, prototrophe, thermolabile, psychrophile, hétérotrophe, symbiose, mésosome, fembryalike, glycocalyx, prokaryotes, mutation et enfin le plasmide. On passe directement à la réponse. Donc, pour le mot de thermostable se dit d'une substance dont les qualités restent inchangées lorsqu'elle est soumise à une certaine température. Voilà. Pour le prototrophe, donc, est un organisme vivant capable de proliférer dans un milieu de base, milieu minimum, sans nécessiter la présence de facteurs de croissance particuliers. Il synthétise lui-même les substances nécessaires à sa prolifération. On parle à l'inverse d'auxotrophe, c'est-à-dire l'auxotrophe, auxotrophe nécessite la présence des facteurs de croissance. Voilà. Pour le terme de thermolabile, se dit d'une substance, enzyme par exemple, qui est détruite ou qui perd ses propriétés à une température peu élevée. Le psychrophile, donc, est un organisme dont la température optimale de croissance est inférieure à 20 degrés Celsius, capable de vivre et de se reproduire à basse température. Les hétérotrophes, qualifiés des êtres vivants ayant besoin d'aliments organiques pour assurer leur fonction métabolique. Tous les aliments, les champignons et certaines bactéries sont hétérotrophes. Symbiose est un terme signifié vivre ensemble. Il décrit une relation écologique entre deux organismes d'espèces différentes qui sont en contact l'un avec l'autre. Chacun de deux organismes est appelé symbionte ou symbiote. Il existe plusieurs types de relations symbiotiques. Donc, dans les types de symbiose, on trouve le mutualisme, c'est-à-dire les deux symbiontes tirent profit de la situation. Pour le commensalisme, un des deux symbiotes tire un avantage de la relation, sans nuire ni favorise l'autre organisme. Voilà. Le parasitisme, un seul organisme tire profit de la situation et vit aux dépens de son hôte. On passe maintenant à la définition de mésosome. Donc, sont des invaginations de la membrane plasmique en forme de vésicule, de tube ou de lamelle. Ils sont le plus souvent observés chez les bactéries à gram positif où laquelle se fixe le chromosome lors de la réplication. Donc, les mésosomes sont présents à la fois dans la cellule eucaryote et même dans les cellules prokaryotes et même dans les cellules eucaryotes. Pour le fembria, sont souvent interchangeables, mais dans le domaine de la bactériologie, on appelle plutôt fembria, fembrio pluriel. Donc, ce sont des piliers de petite taille qui caractérisent de nombreuses bactéries. Donc, les piliers sont les excroissances de la membrane externe de certaines espèces de bactéries, de se mouvoir et d'adhérer à un substrat, soit minéral ou organique. Pour le glycocalyx, est un manteau membranaire constitué de glucides fixés à la surface de la membrane cellulaire. Le prokaryote, c'est un organisme, comme par exemple les bactéries, unicellulaire, il ne possède pas de noyau. L'ADN est circulaire, généralement unique, et regroupé dans un nucléote. Cette région contient le matériel génétique, mais n'est pas séparé du reste de la cellule. C'est précisément ce qui sépare le prokaryote de l'eucaryote. Mutation, c'est l'altération du matériel génétique ADN ou ARN d'une cellule ou d'un virus qui entraîne une modification durable de certains caractères du fait de la transmission héréditaire de ce matériel génétique de génération en génération. Modification anormale de l'ADN d'un gène soit spontanément lors de la division cellulaire, c'est-à-dire peut-être se fait aléatoirement, soit sous l'influence d'agents extérieurs appelés mutagènes. Ce gène ainsi modifié est transmis aux cellules filles. Certaines mutations n'ont aucune conséquence sur la cellule et certaines d'autres ont des conséquences.
Le plasmide, donc plasmide est une molécule d'ADN circulaire, naturelle ou modifiée artificiellement, dans le but de l'utiliser en recherche biologie. Maintenant, on va passer directement à la quatrième question, voilà. Donc, donnez un test permettant de déterminer la voie d'attaque, soit oxydative ou fermentative. Ça, c'est le premier mot-clé. Voilà. D'un sucre monosaccharide. Qu'est-ce que ça veut dire un sucre monosaccharide? Chez une bactérie. Donc, on va expliquer c'est quoi un sucre monosaccharide. Et le troisième mot-clé, c'est bactérie. Voilà. Alors, les sucres monosaccharides, c'est comme le glucose, le fructose et le galactose, et aussi le mannose. Ils ont la même formule chimique, qui est comme ça. Donc, voilà. Donc, CN, H2O, c'est l'eau, N. C'est ça la formule chimique d'un sucre monosaccharide. Voilà, c'est comme ça. Donc, je dis que c'est le glucose, le galactose, le fructose et le mannose. Et ils ne sont pas hydrolysables. Maintenant, on va passer directement à la réponse. Voilà. Donc, les bactéries peuvent utiliser les glucides par deux voies métaboliques différentes. On a deux voies. Donc, une voie fermentative dans laquelle toutes les réactions peuvent avoir lieu en absence de l'oxygène de l'air. Il se forme des catabolites de dégradation, en particulier les acides, qui s'accumulent dans le milieu dont le pH baisse sensiblement. Et une voie oxydative dans laquelle l'oxygène de l'air est obligatoirement utilisé et peu de catabolites acides sont formés. Donc, c'est ça la différence entre les deux voies. Donc, la recherche d'une acidité apparue par oxydation d'un glucide doit donc être faite dans un milieu peu tamponné tel que le milieu, mais vague. Voilà. Donc, le principe, c'est dans le milieu Hugh et Levson, auquel on ajoute du glucose, on cherche le métabolisme de la bactérie. Le milieu est généré, il possède donc un gradient de concentration de dioxygène. L'oxygène est plus abondant en surface qu'en profondeur. Les bactéries qui utilisent le glucose produisent d'acide et indiqué par le changement de couleur de bleu de bromothymol, indicateur coloré de pH, contenu dans le milieu. À la fin de l'incubation, on observe le changement de couleur du milieu pour déterminer le type oxydatif ou fermentatif. Voilà. Et voilà, on a terminé avec le premier sujet et on va essayer de faire la solution pour d'autres sujets. Si vous êtes intéressé avec ça, n'hésitez pas de faire abonner et j'aime. C'est pour m'encourager de travailler plus et merci.